Dans un petit café branché situé au cœur de Saint-Pétersbourg, l'agitation habituelle de la ville semblait se fondre dans un silence presque irréel à l'intérieur. Les bruits de la rue, les klaxons des voitures, les pas pressés des passants, le murmure des discussions étaient comme étouffés par la chaleur et la quiétude de l'endroit. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants dorés qui sortaient du four, ajoutant à l'ambiance intime et chaleureuse. L'endroit, populaire pour sa déco vintage, était un havre de paix où le temps semblait se suspendre. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc des années soviétiques, des images figées dans l'histoire, qui semblaient inviter les clients à se perdre dans un passé à la fois lointain et encore vivant dans les mémoires collectives. Les tables étaient occupées par des clients qui s'attardaient, discutant à voix basse, leur attention partagée entre le goût du café et les sujets variés qui allaient de la littérature à la politique, souvent avec un ton nostalgique, voire mélancolique. Les vieux murs du café avaient sans doute été témoins de milliers de conversations similaires, mais aujourd'hui, une atmosphère particulière flottait dans l'air. L'effervescence de la ville semblait se dissoudre dans cet espace comme un rêve éveillé. Anna, une jeune serveuse à l'allure énergique et rebelle, naviguait entre les tables avec une agilité qui trahissait son expérience. Elle avait quitté l'université quelques mois plus tôt, luttant avec l'idée que ses rêves de devenir artiste ne pouvaient pas se réaliser dans une salle de classe confinée entre quatre murs. Pour elle, l'art était dans l'instant, dans le mouvement. Travailler au café était devenu une forme de liberté, un lieu où elle pouvait observer, écouter et vivre sans les contraintes des attentes académiques. Le travail lui convenait bien, même si elle trouvait parfois les discussions sur la politique un peu absurdes. Ses clients plus âgés, ses habitués qui revenaient sans cesse avec leur vision nostalgique du passé soviétique, la fatiguaient. Pour eux, c'était une époque de certitude, de lutte et d'espoir, mais Anna n'arrivait pas à se retrouver dans cette idéalisation. Elle vivait dans le présent, dans un monde qui changeait à une vitesse vertigineuse. Un après-midi en particulier, alors qu'elle passait de table en table, Anna servait des cafés et des pâtisseries sans se soucier de ce qui se passait autour d'elle, ou du moins c'était ce qu'elle pensait. La lumière douce qui pénétrait par les grandes fenêtres du café, les conversations éparses des clients, le bruit feutré de la machine à expresso, tout semblait immobile, presque figé dans un cadre intemporel. Elle n'avait aucune idée qu'une simple conversation, à une table en particulier, allait bouleverser le cours de sa journée. À cette table, un homme en costume sombre, impeccable, aux traits marqués par l'âge et l'expérience, semblait avoir l'aura d'un personnage important, presque hors du temps. Il était accompagné de deux autres hommes, également bien habillés, mais leur présence était presque effacée en comparaison de la sienne. Leur conversation était discrète, presque secrète, leur voix basse, comme si chaque mot avait son poids, une importance que le monde extérieur ne devait pas connaître. Bien qu'Anna n'eût jamais vu cet homme auparavant, elle sentit immédiatement une sorte de tension émaner de lui. Il n'était pas comme les autres clients. Son regard perçant, sa manière de poser la tasse de café avec une précision presque militaire, tout chez lui semblait calculé, comme si chaque geste avait un but, une intention derrière. Il était plus distant que les autres, plus autoritaire, et pourtant il n'avait rien de flamboyant ou d'exubérant. Ce n'était pas l'attitude de quelqu'un qui cherche à être vu, mais plutôt celle d'une personne qui n'a pas besoin de l'attention des autres pour imposer son autorité. Au fur et à mesure que la conversation de l'homme se faisait plus tendue, Anna écoutait d'une oreille distraite. Elle avait l'habitude des échanges banals et souvent ennuyeux, des commentaires sur la météo, les dernières nouvelles du pays ou encore les petites anecdotes du quotidien. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'homme, installé à la table du fond avec ses deux compagnons, semblait être dans une sorte de discussion clandestine, une conversation discrète mais lourde de sens. Anna, qui servait des cafés et des pâtisseries avec une nonchalance habituelle, n'avait pas pris le temps de remarquer son apparence ou son air autoritaire. Ce n'était qu'un client parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Mais quelque chose dans la dynamique de cette table attira son attention. Lorsqu'il lança une remarque acerbe sur la situation politique actuelle du pays, elle ne put s'empêcher de lever les yeux. Il faudrait que ces jeunes comme toi apprennent à respecter le passé, et pas à s'attaquer à ceux qui ont vraiment changé les choses pour ce pays, dit-il d'un ton sec, presque méprisant. Ces mots étaient chargés de cette supériorité tranquille que les générations plus âgées semblaient parfois revendiquer, comme si leur vécu seul leur conférait un droit moral sur les jeunes. Anna s'arrêta net en entendant ces mots. Elle haussait souvent le ton avec les clients qui passaient des remarques rétrogrades sur la politique, mais là, quelque chose dans la voix de cet homme, dans la façon dont il prononça respecter le passé, l'agita profondément. Elle n'était pas une partisane du système, et bien qu'elle ne soit pas militante au sens traditionnel du terme, elle avait appris à se défendre contre ceux qui,
selon elle, utilisait le passé comme une excuse pour maintenir l'ordre établi. Le passé, répondit-elle, secouant la tête, sa voix plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. Peut-être que vous devriez aussi apprendre que le passé n'a pas de place dans le présent. Ce n'est pas en restant coincé dans l'histoire qu'on fait avancer les choses. Si vous voulez rester dans votre époque, je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez réellement fait pour ce pays. Sa réplique était venue spontanément, comme une bouffée d'air chaud qui brise le silence d'un lieu clos. Ces mots se mélangeaient avec la fumée de café et l'odeur des croissants, mais dans l'air flottait une tension qu'elle ne mesurait pas encore pleinement. L'homme la regarda, légèrement surpris par la réplique acerbe. Il n'était pas du genre à s'attendre à être contrarié, et encore moins par une jeune serveuse. Ses deux compagnons échangèrent un regard furtif, comme si la situation devenait plus sérieuse. Anna, insouciante et d'humeur un peu piquante, ajouta d'une voix forte, sans mesurer la portée de ses paroles. « En tout cas, je trouve que les tyrans et les dictateurs comme vous ont une façon bien étrange de changer les choses. » Le bruit ambiant sembla se suspendre autour d'elle. Les murmures des autres clients se turent soudainement, comme si le temps lui-même hésitait à passer. La pièce sembla se figer, l'air chargé de cette énergie désagréable qu'Anna n'avait pas anticipée. L'homme la fixa, ses yeux perçants d'une froideur inattendue. Il ne répondit pas immédiatement, mais le regard qu'il lui lança fit naître un frisson dans le dos d'Anna. Elle détourna les yeux, agacée par le malaise palpable, et se tourna pour repartir vers la cuisine. Pourtant, avant qu'elle ne puisse s'éloigner, l'un des hommes l'interpella, sa voix désormais chargée d'une menace sourde. « Tu sais à qui tu parles, là ?» lui lança-t-il, une pointe de condescendance menaçante dans sa voix. Anna se retourna brusquement, déconcertée. La menace dans la voix de l'homme, couplée à l'atmosphère tendue qui s'était installée autour de la table, lui fit se demander si elle avait vraiment mesuré l'ampleur de ses mots. « Non, mais je sais à quel genre de personne je parle, et franchement, peu importe qui vous êtes. Ça ne change rien. » Elle secoua la tête, vexée par la tension palpable qui saturait l'air. Ces paroles, pourtant spontanées et issues d'une colère sincère contre les injustices du monde, semblaient maintenant peser lourdement dans cette pièce. Elle n'avait pas l'habitude de se faire dicter sa conduite, encore moins par des clients importants ou influents. Anna était habituée à un certain niveau de respect, celui qu'on gagne par son travail et son attitude, mais là, quelque chose était différent. Quelque chose d'indéfinissable mais de menaçant. Les deux autres hommes à la table semblaient hésiter. L'un d'eux haussait les sourcils, jetant un coup d'œil à l'homme en costume, comme si une décision se prenait silencieusement entre eux. L'air était lourd d'une tension qui frôlait le danger. Puis, lentement, l'homme en costume se leva. Il n'y eut aucun geste brusque, mais son attitude dégageait une calme autorité, comme si ses actions étaient guidées par un code invisible mais ferme. Anna le regarda, perplexe, l'observant se diriger vers la sortie sans un mot, son visage toujours implacable. Il ne montrait aucune émotion, mais dans son regard, elle devinait qu'il y avait bien plus qu'un simple client en colère. « Ce n'est pas fini, » murmura l'un des hommes avant qu'ils ne quittent tous ensemble le café, leur présence se dissipant dans le bruit de la porte qui se refermait. Quelques heures plus tard, Anna se retrouvait dans la cuisine, les mains plongées dans un bac de vaisselle sale. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient était apaisant, presque méditatif, et elle s'y réfugiait pour oublier l'incident. Les clients allaient et venaient, certains inquiets, d'autres rient ou discutent de choses et d'autres, mais pour elle, la scène de l'après-midi était déjà loin, reléguée dans un coin de son esprit. Peut-être que c'était juste un autre client excentrique, pensait-elle. Une frustration qui s'était dissipée dans le tumulte quotidien de la cafétéria. Elle essuya une tasse, s'assurant qu'aucune trace de doigt ne subsistait sur la porcelaine, quand soudain, la porte du café s'ouvrit brusquement. Le tintement de la cloche annonçant l'arrivée d'un client résonna plus fort que d'habitude. Une petite troupe d'hommes en costume entra, et Anna leva les yeux pour observer la scène. Leurs visages étaient fermés, l'air autoritaire. L'homme qui les précédait semblait imprégné d'une présence écrasante. Imposant, presque menaçant. Son regard balaya rapidement la pièce, avant de se poser sur Anna. Il s'avança droit vers elle avec une assurance implacable, et dans son sillage, les autres hommes se tenaient à une distance respectueuse, comme des ombres prêtes à intervenir à tout moment. « Je crois qu'il est temps de discuter de ce que vous avez dit tout à l'heure, » dit-il d'une voix grave, presque sourde, mais qui portait un écho inquiétant. Il s'adressait à elle comme si elle était déjà coupable de quelque chose de bien plus grave que de simples paroles. Anna, surprise mais toujours déterminée à ne pas fléchir, le regarda avec défi. « Et qui êtes-vous pour me dire cela ?»
Je suis libre de dire ce que je pense, répliqua-t-elle, son ton plus ferme que jamais. Mais au fond d'elle, un sentiment de malaise s'installait, un pressentiment lourd qu'elle n'arrivait pas à identifier. Les gardes du corps qui l'accompagnaient firent un pas en avant, leur silhouette massive menaçant d'encadrer la pièce. Mais l'homme leva la main pour les arrêter, un geste presque imperceptible, mais d'une telle autorité que l'air sembla se tendre encore davantage. « Je suis Vladimir Poutine, dit-il froidement, comme s'il venait de révéler la chose la plus banale du monde. Un silence épais s'abattit sur la pièce. Anna resta figée, son esprit tentant de suivre le rythme des mots qu'elle venait d'entendre. Ses mains, encore trempées d'eau et de savon, s'immobilisèrent sur la tasse qu'elle était en train de sécher. Le nom résonna dans sa tête, mais elle eut du mal à l'associer à la réalité. Puis, comme un éclair frappant son esprit, elle comprit enfin l'ampleur de la situation. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Vladimir Poutine. Le président de la Russie, pensa-t-elle, le nom se répétant dans son esprit avec une clarté glaciale. Elle se sentit soudainement prise au piège, comme une souris acculée par un prédateur invisible. Je ne savais pas. Balbutia-t-elle, maintenant confuse et nerveuse. Son visage prit une teinte rouge, mélange de honte et d'incompréhension. Je n'avais aucune idée. Elle se sentait ridicule, prise dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée, et pourtant, elle n'avait pas non plus l'intention de s'excuser. Pas maintenant. Pas devant cet homme qui semblait tout contrôler, tout savoir. Il la fixa longuement, sans fléchir, une expression impénétrable sur le visage. Puis il parla à nouveau, son ton n'ayant rien de conciliant. « Je sais. C'est la première fois qu'on me parle ainsi, sans reconnaissance ni crainte. C'est rafraîchissant, dit-il, ses yeux restant froids et calculateurs. Il marqua une pause, laissant ses mots se diffuser dans l'air, comme un parfum entêtant. Mais sache une chose, il y a des moments où le respect est une monnaie plus précieuse que l'insolence. Il y a des moments où tout le monde a son rôle à jouer. » Ces mots frappèrent Anna avec une force inattendue. La vérité de la phrase, et le poids de ce qui se cachait derrière, l'envahirent brutalement. Il tourna lentement sur ses talons, se dirigeant vers la sortie avec la même lenteur souveraine. Avant de franchir la porte, il lança un dernier regard à Anna, et avec un sourire ironique, presque amusé, il murmura « La liberté d'expression est précieuse, mais les conséquences le sont aussi. » Les portes se fermèrent dans un claquement sec, et Anna resta là, seule dans le silence de la cuisine. Un étrange vertige la saisit. Elle n'avait pas seulement défié un client ordinaire, mais un homme d'une puissance qu'elle n'avait pas perçue. Ses paroles résonnaient encore dans son esprit, se mêlant à une sensation d'anxiété croissante. Et dans la solitude qui suivit, elle se rendit compte que la liberté d'expression, bien que précieuse, pouvait parfois devenir un piège délicat, dont les conséquences se faisaient sentir bien au-delà des attentes. Les jours suivants, le café, habituellement un lieu de calme et de convivialité, se transforma en un lieu de chuchotement incessant. Des regards furtifs se croisaient entre les clients, et les conversations, bien que discrètes, étaient empreintes d'une curiosité palpable. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Anna avait insulté Vladimir Poutine, le président de la Russie. Certains clients, visiblement choqués, échangeaient des mots en bas, discutant de l'audace de la jeune femme, certains la qualifiant de héroïne, d'autres d'idiote imprudente. Pour ceux qui avaient un avis politique tranché, elle était soit une victime, réduite à un simple pion dans un jeu de pouvoir bien plus grand qu'elle, soit une rebelle courageuse qui défiait l'autorité d'un homme qui, selon eux, représentait la répression. Mais Anna, bien que consciente de l'ampleur de ce qui venait de se passer, s'efforça de continuer son travail comme si de rien n'était. Chaque matin, elle se levait à l'aube, enfilait son uniforme de serveuse, et se rendait au café comme à son habitude. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait vers la porte en bois vieille de plusieurs décennies semblait lourd, comme si ses pieds s'enfonçaient un peu plus dans le sol chaque jour. Elle sentait les regards sur elle, aussi discrets qu'ils soient. Parfois, elle attrapait un murmure dans son dos, ou un regard appuyé qui se figeait dès qu'il croisait le sien. Certains clients lui adressaient un sourire bienveillant, comme pour lui dire qu'ils comprenaient sa position. D'autres, plus fermes, restaient froids, peut-être méfiants, comme si elle avait franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pardonner. Dans les coulisses, parmi les autres membres du personnel, les discussions allaient bon train. Certains lui offraient des conseils pleins de sagesse, lui suggérant de s'excuser, de faire amende honorable pour éviter de plus gros ennuis. D'autres étaient fascinés par l'audace dont elle avait fait preuve, leur respect pour elle grandissant chaque jour. Mais au fond, Anna savait que ses collègues,
bien qu'ils fussent solidaires, n'avaient pas pris la mesure réelle de ce qu'elle avait fait. Pour eux, c'était juste un incident étrange, quelque chose qui finirait par être oublié au fur et à mesure que la routine reprenait son cours. Mais elle savait qu'elle venait de défier un pouvoir qui dépassait largement ses attentes, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé ni compris à l'époque. Elle avait cru qu'en exprimant sa pensée, en disant ce qu'elle pensait être une vérité universelle, elle s'élèverait. Mais elle se rendait compte, maintenant, que ce qu'elle considérait comme une simple question de liberté d'expression était bien plus complexe. La liberté d'expression, aussi précieuse soit-elle, était un double tranchant. D'un côté, c'était la possibilité d'exprimer des idées sans crainte de répression, mais de l'autre, c'était un terrain glissant où chaque mot pouvait devenir une arme, où chaque phrase pouvait ouvrir une brèche insoupçonnée qui pourrait la mener vers des conséquences imprévisibles. Les souvenirs de la rencontre avec Vladimir Poutine se mêlaient dans son esprit, de plus en plus clairs et nets. Le regard froid et implacable de l'homme, la manière dont il lui avait parlé, cette phrase qui résonnait encore dans ses oreilles, la liberté d'expression est précieuse, mais les conséquences le sont aussi. Elle se demandait si, à cet instant précis, il avait cherché à l'avertir, à lui faire comprendre que, même si ses mots étaient puissants, ils n'étaient jamais sans prix. Elle savait que l'homme n'était pas simplement un homme d'État. Il était un symbole du pouvoir, un visage de l'autorité absolue, et elle avait osé défier ce pouvoir en toute naïveté. Elle n'avait pas réfléchi aux ramifications possibles, à la portée de ses paroles, aux ramifications dans un monde où les sphères de l'influence et du pouvoir se rejoignaient de manière souvent opaque. Dans les jours qui suivirent, la pression se fit de plus en plus palpable. Elle n'était plus simplement une serveuse dans un café. Elle était devenue un sujet de conversation, un personnage dont les actions avaient atteint une audience qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les médias, dans un coin éloigné de la scène, se saisirent de l'affaire. Des journalistes étrangers commencèrent à poser des questions à ses collègues, à se renseigner sur l'incident, cherchant à comprendre pourquoi une simple serveuse s'était retrouvée au centre de l'attention du monde. Les questions étaient inoffensives en apparence, mais Tana savait que derrière chacune d'elles se cachait une recherche plus profonde. La recherche de la vérité. La recherche de l'authenticité. Mais aussi, peut-être, la recherche du scandale. Elle était devenue une figure emblématique pour certains, une innocente victime du système pour d'autres, mais peu importait la version de l'histoire qu'on choisissait. La vérité, elle le savait, était toujours la première victime. Elle se tenait là, dans le café, entourée de voix qui s'éteignaient et se rallumaient, de rires et de murmures, et elle se rendait compte que cette rencontre imprévue allait marquer sa vie à jamais. Elle avait cru que la liberté d'expression était une arme universelle, que dire la vérité était un acte de courage, mais elle avait oublié un détail fondamental, l'impact de ses paroles dans un monde où tout se calcule, où chaque geste a un prix. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple affront puisse la propulser dans une sphère si vaste, si peuplée de regards et de jugements. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Elle ne se laisserait pas déstabiliser par la tempête qui soufflait autour d'elle. Anna savait que sa liberté de penser, de s'exprimer, faisait partie de son identité. Ce n'était pas une question d'orgueil. C'était une question de principe. Cependant, une partie d'elle, plus sage maintenant, comprenait que la liberté d'expression n'était pas une liberté sans frontières. Elle comprenait maintenant que, dans le tumulte de la politique et du pouvoir, chaque mot, chaque geste, même s'ils étaient pleins de bonnes intentions, portaient en eux les semences des conséquences à venir. Et ces conséquences, aussi imprévisibles qu'elles fussent, pourraient bien un jour transformer sa vie de manière irréversible.